Bonsoir Salaheddine. Bonsoir Mali. Heureux de te recevoir après une longue pause. Ah, on a fait une longue pause. Ben écoute, nous on prépare nos entrevues et on prépare nos émissions. Mais cette émission aussi, contrairement aux autres, sera un peu plus, je dirais, moins théorique. On va un peu plus parler de ton expérience de coaching et des cas concrets, on va dire, que tu traites et tes observations. Mais avant qu'on aborde ce sujet qui va en fait finalement parler de l'activation du système d'attachement et pourquoi est-ce qu'il est tant confondu avec l'amour et les différents discours des coachs sur cette question, j'aimerais que les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas encore abonnés appuient sur la petite cloche, s'abonnent et appuient sur la petite cloche pour avoir nos nouvelles entrevues qui arriveront incessamment sous peu, les unes après les autres. Alors, Salaheddine, je sais que tu as énormément d'expérience dans le coaching, tu reçois beaucoup d'anxieux, un peu moins d'évitants, mais tu en as quand même beaucoup. On observe souvent ce phénomène des partenaires d'évitants qui sont anxieux et autres, il n'y a pas que des anxieux, il y a des sécures, qui arrivent vraiment dans des états de stress, dans des états d'anxiété extrême, et qui viennent te voir un peu désemparés, et ils sont complètement perdus. Et on observe souvent justement dans ces états-là qu'ils confondent quelque part l'activation de leur système d'attachement avec l'amour. Parle-moi un peu de cela. Alors Mali, là tu abordes un sujet qui est très sensible, vraiment sensible, parce qu'effectivement la confusion qu'il y a entre l'activation du système d'attachement et l'amour, c'est quelque chose qui est très souvent vécu par les personnes. C'est d'autant plus vécu par les personnes qu'il y a des similitudes entre les deux, mais il y a des divergences entre les deux. On va parler des deux. Donc maintenant, juste comme ça, pour mettre les choses toujours dans le contexte et pour bien faire comprendre aux personnes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une confusion qui s'opère dans la tête des gens et qui fait qu'à un moment donné, il y a cette confusion qui est là, c'est que on revient au début. Donc la personne qui a un style d'attachement anxieux, qu'est-ce qu'il vit, mais dont il ne se rappelle pas. Donc c'est la mémoire du corps qui est là. Donc c'est très important, cette mémoire du corps, qui est liée à l'instinct de conservation. Un enfant, au début, Mali, on va le répéter sur les auditeurs, n'est pas en état de conscience de comprendre ce qui se passe. Il n'est même pas, donc là, dans cette phase-là où le style d'attachement vient s'imbriquer, on est vraiment dans les tout premiers moments de l'enfant. C'est biologique. Tout à fait, c'est purement biologique. On est dans la vie intra-utérine, et puis derrière, les premières semaines que l'enfant vit en relation avec son environnement et particulièrement avec les figures d'attachement. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, cet enfant perçoit, il y a une perception qui est de l'ordre, vraiment de l'instinct instinctif, qu'il y a quelque chose auquel il n'y a pas de réponse. Donc un besoin de sécurité, de relation auquel l'enfant ne trouve pas de réponse, de manière volontaire ou involontaire. Vis-à-vis de la figure d'attachement. Tout à fait. Je vais, par exemple, pour donner un exemple à nos auditeurs de jusqu'où ça peut aller, on peut avoir une maman, par exemple, qui tète son bébé et qui n'est pas concentrée avec le bébé, qui est, on va dire de manière régulière, en train de téter et être sur son téléphone. Le fait que l'enfant ne sente pas cette connexion, on a pu observer de manière très scientifique qu'il y avait moins de tétés de la part de l'enfant. Donc l'enfant était beaucoup plus perturbé quand la maman n'a pas cette connexion avec l'enfant. D'accord. On parle de ça. Oui, c'est important, parce qu'en fait, c'est là que ça se construit. Et malheureusement, peu de personnes se disent, tiens, là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer dans la sécurité intérieure de cet enfant quand je ne suis pas en connexion avec celui-ci. D'accord. Okay. Donc là, on est dans les premiers moments, et donc il y a la connexion qui se crée. D'accord. Donc il y a une réponse qui est soit les parents, les figures d'attachement, et principalement la maman, puisque on parle de tété, on parle d'une relation quand même un peu plus de proximité avec la mère, soit la sécurité est là, soit la sécurité n'est pas là. Quand la sécurité n'est pas là, c'est la réponse qui est insécure. La réponse qui est insécure, Mali, elle s'inscrit dans un environnement spécifique. D'accord. Cet environnement, c'est un environnement instable, un environnement insécure, c'est un environnement dans lequel l'enfant a une sorte
de mémoire du corps de ce qui a été vécu qui va rester enfoui dans son inconscient. D'accord. C'est important cette notion d'inconscient, subconscient et conscient. Pourquoi? Parce que tu le verras par la suite, c'est ce mécanisme profond qui va se réactiver quand, une fois adulte, on va rentrer en relation. On va rejouer cette scène. On va jouer cette scène. C'est ça. Mais sauf que, et c'est important de l'entendre ici, c'est que ce n'est pas la partie du cortex préfrontal qui va être activée. C'est la partie la plus primitive. D'accord. Puisque c'est la même partie qui a été activée quand on était bébé. OK? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à un moment donné, donc pour répondre à ta question, la personne, on va supposer que c'est une personne à un style d'attachement anxieux, rencontre quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir l'activation de son système d'attachement. S'il est face à quelqu'un qui est émotionnellement indisponible, ça veut dire face à un évitant, par exemple. Tout à fait. Ou tu veux dire en général? Principalement, de manière générale, Oui. et plus particulièrement avec quelqu'un qui est indisponible. C'est ça. Pourquoi avec quelqu'un qui est indisponible, il y a une similitude du contexte de départ. C'est ça. Il rejoue une scène. Il rejoue une scène. C'est ça. Ça, c'est Il joue la important. scène primale. Mais cette scène qui est rejouée Mali, elle n'est pas faite en conscience. C'est important. Oui, c'est ça. C'est un automatisme, en fait. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné quand elle rejoue cette scène, excuse-moi, c'est, on revient sur ce cerveau primitif qui était là, qui l'a activé. Et le cerveau primitif, il était en train de faire quoi à ce moment-là? Il est en train de faire son travail le plus essentiel, c'est-à-dire maintenir la personne en vie. L'instinct de conservation. Je dois tout faire pour que tu vives. Et la réponse du style d'attachement, ça va être soit je m'isole, soit je me bats pour pouvoir exister. Et donc ça, c'est l'anxieux, et celui qui s'isole, c'est l'évitant. Tout à fait. D'accord. Mais en quoi, en général, l'anxieux ou le sécure qui vient chez toi en état de détresse, n'arrive-t-il pas à justement distinguer l'activation de son système d'attachement, donc cette espèce de peur, cette angoisse de perte que tu observes, avec la notion d'amour, qui est quelque chose de beaucoup plus apaisant, quelque chose de plus qui s'inscrit dans la durée, qui donne une véritable sécurité émotionnelle aux deux partenaires. Alors, je sais qu'on vit dans une société où les gens sont dans une sorte de règne du ressenti, tout passe par le ressenti, et donc le ressenti est souvent confondu avec les concepts, mais ici, quand toi tu vois ces gens en état de détresse, tu vois clairement que c'est pas quelque chose de sain, dans le sens où c'est pas un amour sain, mature, qui s'inscrit dans la durée. Ce sont des espèces d'états d'angoisse qui sont dans leur tête confondus. Comment tu fais pour traiter ça? Est-ce que tu leur fais prendre conscience que c'est pas de l'amour, ou est-ce que tu ne rentres même pas sur ce terrain-là? Comment tu fais pour leur permettre de distinguer? Comment tu fais pour leur permettre de distinguer l'amour et cette activation de ce système d'attachement qui les met dans ces états-là? Quand ils arrivent, Mali, tu peux pas être aussi frontal et leur dire tiens, ça c'est pas de l'amour. C'est pour ça que toi tu es coach, moi je ne le suis pas. C'est l'activation de ton système d'attachement. Chez la personne, il y a cette confusion. Oui. Et il y a quelque chose qui est important, qui est présent dans les deux, c'est l'intensité que tu vis. L'intensité que tu vis, oui, c'est souvent, oui. L'intensité que tu vis. Donc l'intensité, la passion, elle est vécue de manière très forte. Pourquoi? Parce que là, on est en train d'activer un système d'attachement qui est assez puissant. Il est très puissant. On est vraiment dans quelque chose où il y a une incertitude. On est vraiment, je te dis, dans quelque chose qui est très similaire à ce qu'on a vécu, mais qui est rejoué de manière inconsciente par la personne. OK? C'est ça. Il y a aussi une sorte de mission, entre guillemets, de réparation, inconsciemment qui se joue, pour essayer de rétablir le lien qui n'a pas été fait, qui n'a pas été assuré quand il était petit. Oui. Donc, si tu veux, c'est plusieurs couches qui vont venir se succéder, qui fait que la personne, quand elle arrive dans un état quand même de stress assez important. D'accord. Où elle a son système nerveux qui est très activé. Et quand un système nerveux est très activé, Mali, on est beaucoup, malheureusement, dans la société actuelle, dans la rumination mentale. On va être plutôt dans un cortex préfrontal et le système limbique qui vont être très activés, où on va essayer d'avoir des émotions qui vont nous habiter avec des pensées très envahissantes qui vont vraiment être
on va dire, ce qui va caractériser cette relation. C'est-à-dire vraiment des personnes qui sont en souffrance parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. En fait, c'est comme un thermostat. Tu as un thermostat, tu le mets à une certaine température, et puis tu vois que tu arrives et la température monte. Alors, à un moment donné, quand ça monte trop, le thermostat, il peut se déréguler, tu vois. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Oui, oui. C'est ce qui se passe chez eux, en fait. Oui, oui, c'est ça. Donc, la différence, parce que maintenant, ta question, pour répondre par rapport à ça, les personnes, quand elles arrivent, elles savent qu'elles sont en souffrance. OK? Elles savent qu'elles sont en souffrance, et on le voit dans les commentaires. Je vais essayer de structurer mon idée pour ne pas me perdre. On voit dans le commentaire souvent les gens, et on remercie les personnes qui vraiment contribuent par leurs on a des commentaires. commentaires très intéressants. Vraiment, merci. On voit vraiment qu'il y a parfois une focalisation sur les évitants, c'est des mauvaises personnes, les évitants, ils sont très autocentrés, les évitants sont plein de choses. Qui ramassent vraiment. On n'est pas en train de remettre en cause le fait qu'effectivement, dans l'attitude de certains évitants, il peut y avoir effectivement parfois des attitudes et des comportements qui peuvent être déconcertants, qui peuvent être respectueux, tout ce que tu veux. Mais la question essentielle à se poser, que je pose aux personnes quand elles viennent me voir, c'est qu'est-ce qui fait que ça t'impacte autant? C'est ça. En quoi l'évitant, quand il te met dans cette situation, est un miroir qui montre qu'il y a quelque chose sur lequel tu es quand même invité à travailler au niveau de ta sécurité intérieure. Et tu vois, là, c'est la particularité. C'est-à-dire que la personne, quand elle arrive, elle va être très focus sur le partenaire, ici en l'occurrence, il est évitant pour dire, tiens, je suis en insécurité, je vais pas bien, je veux... parfois, certaines personnes vont me dire, ouais, comment je peux faire pour pouvoir faire en sorte qu'ils reviennent ou elles reviennent, etc., etc. Ils sont presque prêts à tout. Hein. Ils sont presque prêts à tout. On va en discuter par la suite, mais voilà. Mais ce qui est le plus important, Mali, pour répondre à ta question, c'est que c'est-à-dire quand tu arrives, et tu as donné une partie de la réponse dans ce que tu as dit, un style d'attachement, un système d'attachement, quand il est activé, ça se fait souvent à partir d'une sensation de peur, de manque, de stress. Tu as ton système nerveux qui est activé. C'est ça. Là où dans l'amour, tu es beaucoup plus dans l'apaisement, dans l'ouverture, dans la confiance. D'accord. Et ce que l'amour donne, par exemple, comme caractéristique que le système d'attachement ne donne pas, c'est que le système d'attachement va te créer une sorte d'intensité émotionnelle qui va être confondue effectivement avec l'amour, mais il ne va pas te donner l'engagement forcément que demande l'amour, la confiance, la sécurité, la réciprocité, le fait de pouvoir accueillir l'autre dans ses besoins, le fait de pouvoir être ouvert, voilà, et d'accueillir l'autre avec ses imperfections, etc., 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 tu vois. Oui, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que justement, là, tu es en train de donner une définition pour moi de la relation, dans le sens plein du terme. Et justement, pour le fait d'être relié à l'autre. Le fait d'être relié à l'autre, c'est-à-dire que l'idée... C'est ça la relation. Mais c'est ça, c'est le mot... c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux, ce qu'on observe, je fais un petit aparté, mais on revient directement à la discussion, c'est que c'est devenu très compliqué de définir les termes. Chacun veut définir les termes à sa sauce. Quand tu parles d'une relation... et que nous, on définit justement la relation comme on vient de le faire. Par exemple, oui, mais s'il n'y a pas d'interdépendance, il n'y a pas une relation. Sinon, c'est même nécessaire. Oui, mais bien sûr. Ça a été prouvé scientifiquement. Cette interdépendance n'est pas quelque chose de négatif. Oui, tout à fait. Juste, Mali, pour... Vas-y, je t'en prie. C'est important, cette notion d'interdépendance. Et moi, souvent, par exemple, les couples qui viennent me voir, souvent, comprendre que l'autre a des besoins spécifiques qui sont sains. Tes besoins ne sont pas forcément mes besoins. Tes valeurs ne sont pas forcément mes valeurs. Mais le fait de pouvoir dire qu'une partie de ces besoins sont dans les mains de l'autre et je suis en capacité de pouvoir l'entendre et y répondre, c'est ce qui fluidifie parfois une bonne communication dans un couple. C'est ça. Donc il n'y a pas de mal à être dans l'interdépendance. Si, je donne souvent cet exemple, si ta partenaire ou ton partenaire, c'est important pour lui de te donner la main quand vous êtes dehors, il faut pouvoir l'entendre. Oui. Il faut pouvoir l'entendre et entendre que ça met en confiance le partenaire. Ça participe de l'estime du partenaire. Oui. Tu vois, là, c'est ça. Tu vois? Oui, tout à fait. Mais ce que tu dis est très important parce que quelque part, on en revient toujours, enfin, on en parlait avec Arnaud,
Maintenant, on peut en parler aussi un peu avec toi. On en revient vraiment aujourd'hui à la définition des choses, mais de base. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, aujourd'hui, on est obligé de définir relation étymologiquement pour dire, mais en fait, une relation, s'il n'y a pas d'interdépendance, il n'y a pas de relation. On n'est pas reliés. Alors, on peut peut-être parler je dirais, d'une forme d'interaction plutôt, comment dirais-je, sans interdépendance. Ouais. Mais c'est une autre forme d'interaction. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de redéfinir les choses au nom du fait que chacun voudrait s'arroger le droit de redéfinir tout, en fait. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai mon interprétation de la relation, toi, tu as ton interprétation de la relation. Oui, mais bon, si chacun vient avec une interprétation de la relation, à quel moment on peut s'entendre? Et en fait, il faudrait presque redéfinir le dictionnaire pour chacun d'entre nous, et c'est pas possible. Alors, moi, ce que tu viens de dire ici est très intéressant. Donc, ces gens qui viennent te voir et qui sont dans cet état de confusion entre justement l'activation de leur système d'attachement et l'amour, la première chose que tu essayes de faire, c'est d'essayer de les amener à comprendre que cet état-là n'est pas un état vraiment amoureux. Écoute, Malik, Ou c'est pas la priorité. moi, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le recadrage, la technique du recadrage mental. Ok. Donc, j'accueille d'abord les personnes avec ce qu'elles sont. J'aime bien faire ce qu'on appelle un test Ennéagramme juste avant, Oui. parce que je trouve que c'est vraiment un outil, mais fabuleux, fantastique. C'est un archétype des puissant. personnalités. Oui. Tout à fait. Oui. Et surtout, ça va venir définir tes motivations profondes. D'accord. Ok. Et les motivations sont importantes. Mhm. Car les motivations, quand elles ne sont pas là, que ce soit dans la sphère privée, relationnelle, tout ce que tu veux, Mhm. la motivation et le sens n'est pas là aussi. Donc c'est important de pouvoir entendre que chaque personne est différente et que les portes d'entrée en termes de canal nourricier, en termes, tu vois, sont différents aussi. Mais bon, je ne vais pas me perdre dans ça, donc je fais ce test Ennéagramme et puis j'accueille les personnes, j'écoute les personnes parce que c'est notre rôle à nous de pouvoir entendre et de pouvoir créer cet espace et définir avec eux quel est l'objectif qu'ils veulent se donner, quel est l'état désiré sur lequel ils veulent travailler. Mais généralement, et c'est pour ça que dans le discours, on doit être clair, Mhm. et on l'est, on n'est pas en train de vendre des fausses promesses du style, oui, on va te donner 3-4 techniques pour te faire ramener ton partenaire. Mhm. Parce que éthiquement, c'est pas correct. Et puis, c'est pas le but du travail. Donc, pour répondre à ta question, moi, quand les personnes viennent, j'accueille d'abord, de manière inconditionnelle, l'état dans lequel elles arrivent, sans jugement. Mhm. Pourquoi? Il est hyper important de faire comprendre à ces personnes que cet état avec lequel elles arrivent, elles ne l'ont pas forcément choisi. C'est ça. Elles le subissent plus qu'elles le choisissent. D'accord. Mais souvent, les personnes arrivent avec beaucoup de culpabilité, en disant mais pourquoi certains arrivent et moi j'arrive pas, etc., etc. Parce que les personnes que tu cites n'ont pas ton histoire. C'est ça. Mais les anxieux, en général, c'est parce qu'ils n'ont pas, ils pensent que c'est eux, ou en tout cas qu'ils ont mal fait les choses. En tout cas, ils se blâment souvent, les anxieux, c'est ça? En fait, l'évitant et l'anxieux, tu le gères complètement différemment. Vas-y, explique-nous un peu. C'est important. Explique-nous un peu ça. On commence par l'anxieux. Donc, l'anxieux arrive. Donc, je vais te donner une métaphore que j'avais déjà utilisée dans une vidéo précédente, Mali. Mhm. J'ai parlé de l'évitant quand allez, on donne cette image, il est en train d'apprendre à nager, il perd pied. Qu'est-ce qu'il va avoir comme réflexe? Dès qu'il perd pied, il retourne là où il a pied, donc il sort de la relation. Ok. Mhm. Là où l'anxieux, lui, il va avoir un autre réflexe. On va toujours utiliser cette image de départ. D'accord. Il va apprendre à nager, il perd pied, il stresse, il panique. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'agripper à la première chose qu'il trouve. Et c'est le fait de s'agripper, pour lui, ça, c'est la sécurité. Donc, il va, si tu veux, externaliser sa sécurité à quelque chose d'extérieur. Donc, je suis en sécurité à partir du moment où je suis agrippé à cette chose. Mhm. Par extension, si je ne suis pas agrippé, je ne suis plus en sécurité. C'est ce qui se passe quand quelqu'un qui a un style d'attachement anxieux perd le lien avec quelqu'un avec qui il est. Mhm. Il est persuadé que il vit, et je le vois tous les jours, hein, il vit des symptômes au niveau de l'inconfort physiologique qui sont très très importants. Oui. Ok? Donc, pour revenir à ta question, quand la personne arrive, il faut déjà, pour revenir à ta question, lui faire comprendre d'où ça vient. Donc moi, généralement, je fais une sorte d'anamnèse avec un état des lieux où j'ai quand même des informations qui me sont données par les personnes
Et déjà, cette anamnèse-là, cet état des lieux, permet aux personnes de réfléchir sur leur propre situation. OK? Quand la personne arrive, l'une des premières choses sur lesquelles je travaille, et je le dis et je le répète, c'est d'abord d'apprendre à réguler le système nerveux. Tant que le système nerveux n'est pas régulé, tu ne peux pas faire un travail qui est un travail de recadrage des croyances, de travail sur l'identité. Pourquoi? Parce que la personne est sous stress. Elle arrive chez toi, elle est en panique. Oui, oui. Donc, il faut qu'elle diminue son système nerveux. Mais le problème, Ali, c'est que comme tu es dans une société, on va dire, pour ne pas faire de généralisation, on est énormément dans la mentalisation, ils n'apprennent pas à se dire, c'est bon, je ne suis pas en danger, en fait. Le partenaire, c'est vrai qu'il n'est pas là, mais ce n'est pas pour autant que je suis en danger. Donc, cette phase de sensibilisation à ce qu'on appelle la régulation du système nerveux, c'est une partie importante du travail. Des deux côtés, du côté de l'évitant comme du côté de l'anxieux. Sauf que l'anxieux, lui, il a une facilité beaucoup plus importante à avoir accès aux émotions. Il va te nommer les choses avec les émotions. Là où l'évitant, là où il y a une sorte d'arnaque chez lui, c'est que lui, il a très peu d'accès aux émotions, de manière directe, mais beaucoup aux sensations. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand ils se séparent, eux, ils n'ont pas l'air très impactés émotionnellement. C'est pas extérieurement, en tout cas. Ouais, extérieurement, mais même intérieurement. Hein. Ouais, c'est ça. Pour eux, à partir du moment en tout cas, première phase, ils sont pas. C'est une certitude. Pour eux, c'est une certitude. Quand l'évitant est en séparation de quelqu'un, il respire. Il vit une seconde lune de miel quasiment. C'est pas une question de lune de miel. C'est pas la lune de miel, Mali. Comme un état je dirais, voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Il respire. Oui, c'est ça. Il est plus. Certains ont appelé ça lune de miel, c'est un état de bien-être, presque. Voilà. Parce que la lune de miel, on va dire que tu es en relation avec quelqu'un. Oui, c'est ça, oui. Là, il est en relation avec lui-même. Là, il est en survie. Il est en mode survie. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est vraiment. Soulagement, on va dire. Tout à fait. Okay. Le terme, c'est le soulagement. C'est ça. Là, tu as vraiment marqué juste le terme qu'il faut. C'est du soulagement. Il est soulagé. Il est soulagé parce que d'abord et avant tout, et c'est ça qui déconcerte énormément les personnes, c'est comment ils arrivent à ce silence radio, à ça. Mais c'est une question de survie. C'est ça. C'est une question de survie. Oui. C'est une question de... En fait, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est carrément le rapport à la fonction de la relation qui devient problématique ici. Regarde. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont l'évitant définit la fonction, pourquoi la relation, pourquoi on doit être en relation. Tu vois, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Oui, tu en avais parlé. C'est la chaleur humaine, chez lui. Oui, c'est la chaleur humaine, mais le problème, c'est qu'il ne comprend pas que la fonction d'une relation, c'est justement de répondre aux besoins mutuels. C'est ça la fonction d'une relation. Il a appris. Oui, il a appris. Il a été conditionné. Oui. À que lui-même, ses besoins ne sont pas légitimes. Oui, j'ai compris, mais justement, et donc, ce qui fait qu'il rentre plutôt dans des liens et des interactions qui ne sont pas des relations, plutôt que les relations, et c'est très intéressant, parce qu'un jour, tu m'as raconté l'histoire d'un couple évitant anxieux que tu gérais, et où l'homme évitant ne voulait pas entendre ou prendre en considération les besoins de sa partenaire. Et je sais que toi, tu aimes le côté pratico-pratique, donc tu vas droit au but, contrairement à moi qui suis dans mes abstractions conceptuelles. Tu lui as répondu, est-ce que ça te pose problème si elle va chercher ses besoins ailleurs? Et là, tout à coup, c'est un rappel, une piqûre du réel. Donc c'est comme ça que tu pratiques les choses, c'est-à-dire que tu dis, mais la fonction d'une relation, c'est que tu puisses, dans une certaine mesure, répondre à ses besoins. Si tu ne le fais pas, en fait, il est où le but de la relation pour l'autre, en fait? En fait, ici, par exemple, tu vois, effectivement, il y a une confusion, par exemple, chez certains évitants, entre le besoin légitime du partenaire ou de la partenaire qui est exprimé avec ce que eux pensent être une envie. Tu vois? C'est ça. Et donc, effectivement, récemment, j'ai encore eu une discussion avec quelqu'un. Je vois pas la différence entre une envie et un besoin. Ok, cette personne est grand-père, il est le papa de plusieurs enfants. Et je lui ai quand même posé la question de savoir, tiens, est-ce que c'est important pour vous d'être en relation avec vos enfants? Oui, c'est hyper important d'être en relation avec vos enfants. Oui, il a un style d'attachement évitant. Oui. Qu'est-ce qui se passerait si vous n'étiez plus en relation avec vos enfants? Dans quelle situation, dans quel état interne vous pourriez être? Non, c'est pas possible. Je dis pas que c'est possible ou pas, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez envisager d'être dans une relation où vous n'avez plus de nouvelles
ni de vos enfants, ni de vos petits-enfants. Ah non, non, c'est pas possible. Ok. Mais comment vous savez que c'est pas possible? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas possible? Le fait juste de se projeter, c'est compliqué. Et je lui dis, vous savez, c'est ça un besoin. Un besoin, ça se négocie pas. C'est intéressant, c'est-à-dire que tu recrées des liens entre des choses déconnectées, quoi. C'est-à-dire, en fait, pour eux, le besoin, ils le voient comme une envie, mais quand à un moment donné, tu reconnectes, Et justement, c'est tu fais cet important parce que exercice. chez, par exemple, l'évitant, c'est très difficile d'aller voir dans le passé. Mhm. Donc, c'est important de venir sur des éléments du présent Ok. dans lesquels ils ont une attache particulière. D'où l'importance de bien connaître le contexte dans lequel il est. C'est Et ça. de partir sur des éléments. C'est pour ça que l'énéagramme est vraiment très intéressant. Oui. Tu vois? Donc, je sais pas c'est quoi ta question pour le coup, parce que je sais pas si on sait... Non, ça veut dire que quelque part, tu leur réapprends la fonction d'une relation. C'est-à-dire que tu remets, si tu veux, les mots, tu recrées les connexions neuronales entre, OK, tu es en relation. À quoi sert une relation? Ben, une relation, si tu as un partenaire qui dépend de toi pour ses besoins et que tu lui dis tes besoins ne me concernent pas, débrouille-toi, ben, on va mettre ça en pratique. On va Ok. dire au partenaire d'aller voir son besoin ailleurs. Est-ce que ça te convient? Non, non, non. Ben, alors qu'est-ce qu'on fait avec le besoin du partenaire ici? Est-ce qu'on le prend en compte ou pas? Et donc c'est un peu comme si tu leur réapprends la fonction d'une relation. En fait, tu as donné l'exemple de la personne qui saute en mer. Tu vois? Donc, l'idée d'une relation, c'est qu'une relation implique deux personnes, jusqu'à nouvel ordre. Hein. Bon, après, maintenant, aujourd'hui, il y a la sologamie, les gens qui se marient tout seuls. Ils se marient avec eux-mêmes. On est dans un monde intéressant. Mais je veux dire, quelque part, la fonction d'une relation, ça implique deux personnes. Et donc, si à un moment donné, une personne décide d'être avec toi, inévitablement, une partie de ses besoins, tu vas devoir les gérer, ce qui est normal. Tu vois, en fait, c'est ça la fonction de la relation. À moins qu'on soit plus en relation, on soit dans autre chose. Mais c'est comme si l'anxieux, on va dire, cherche trop la relation. Il cherche tellement la relation qu'il va impérativement que s'agripper à toi. Et donc, quelque part, ça crée une sorte de pression. Hein. Tu cherches trop la relation, finalement, en tant qu'anxieux. Là où l'évitant, en même temps, il cherche la chaleur relationnelle, mais il veut pas accepter les conséquences de la relation. En fait, tu vois, c'est-à-dire que je veux de la chaleur, mais finalement, les conséquences d'être avec quelqu'un, j'en veux pas. Et donc, on doit réapprendre à l'évitant, finalement, comme tu le fais d'ailleurs très très bien, hein, et tu le fais d'une manière très pratico-pratique, toi, je sais, vraiment, tu recrées des liens là où, en fait, les liens se sont complètement perdus. C'est quoi la fonction d'une relation, en fait? En fait, si tu veux, il faut passer du système 1 au système 2. Un système automatique à un système adaptatif. Oui. OK, donc, c'est une rééducation à avoir. L'anxieux, la personne avec un style d'attachement anxieux, arrive avec une croyance profondément ancrée, qui est biologique, qui est dans le corps, c'est pour ça que c'est un travail à faire à plusieurs niveaux, corporel, émotionnel et mental, où il est d'abord corporel. D'abord corporel, vraiment, j'insiste, d'abord corporel. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Parce qu'en fait, le style d'attachement, c'est quelque chose de très, très ancien. Tout ce qu'on peut appeler comme faux self, ça vient après ça. Ça vient après. C'est des couches qui peuvent qui viennent par après. Superposer. Mais le style d'attachement, c'est quelque chose de très, très ancien. C'est davantage plus puissant et violent que c'est ancien. Ça crée beaucoup d'automatisme, en fait. Ça crée surtout ce qu'on appelle une inhibition corticale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand c'est activé, ton cerveau mali, il est en off. Moi, j'ai des personnes qui viennent, qui me disent, voilà, je peux faire des dingueries, parce que je suis activé. C'est ça. Je sais, par exemple, je donne un exemple récemment, quelqu'un qui me dit, voilà, il a un système d'activation avec une personne particulière, et tu t'actives pas avec n'importe qui, ça c'est important. Ton cerveau ne choisit pas n'importe qui, c'est ça la beauté du mécanisme, c'est que tu crois que tu choisis comme ça. Non, ton cerveau a déjà scanné la personne bien plus que tu peux l'imaginer, qui fait qu'à un moment donné, tu es beaucoup plus attiré par une personne qu'une autre personne. D'accord? Et il y a une phase de réparation qui est quand même là derrière, dans laquelle, on peut dire, l'univers t'invite à faire un travail. C'est-à-dire à dire, tiens, voilà, là, on va t'envoyer quelqu'un qui va te challenger. Est-ce que tu es en capacité de monter au niveau de conscience, à
faire le travail sur toi, à pouvoir dépasser cette Oui. partie mal. Mais je veux pas me perdre dans ça parce que voilà, pour répondre à C'est ta un sujet question, intéressant, hein, mais vas-y, continue. voilà, pour répondre à ta question, donc tu apprends aux personnes à se rééduquer d'une certaine manière. L'évitant, quand il arrive, la personne avec un style d'attachement évitant, il a, je t'ai dit, c'est beaucoup dans les sensations. Mhm. Mais sauf que lui, tous les deux, c'est des sensations, hein. Donc, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, le docteur Damasio, il a écrit dans l'erreur de Descartes, et c'est hyper important de comprendre ça. C'est très, très important parce que c'est une clé de lecture, une fois qu'elle est bien comprise, qui peut être très... il te dit, d'abord, tu vis les choses dans ton corps, en termes de sensations, par la suite d'émotions, et par la suite de cognition, donc de pensée, et pas le contraire. Donc, c'est-à-dire que quand l'évitant vit quelque chose qui est de l'ordre de l'inconfort de la sensation, chez lui, les émotions sont très compliquées, il va surrationaliser. Oui, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, mais souvent à l'extérieur. Mhm. À l'extérieur. Pourquoi? Parce que sa structure psychologique, Donc, tu veux dire par l'extérieur, ça veut dire chercher la faute. des fautes à l'extérieur. C'est pour ça qu'ils ont une incapacité à Ils ont une se capacité. remettre en Tout question. à fait. Ils vont avoir une capacité à se remettre en question, une facilité à zoomer x20 ce que l'autre a fait de travers. Pour justifier la distance. Tout à fait. Oui, c'est ça. Pour... Justifier l'inconfort. C'est ça. Mhm. C'est très important, l'inconfort. C'est ça. Là où, quand il arrive, je l'invite à relire les choses de manière différente. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ce que tu es en train de dire, c'est finalement, tu es en train de décrire un peu l'activation du système d'attachement évitant, comment il est quand il est activé. C'est-à-dire, il est dans un état d'inconfort, et ils décrivent ça comment j'ai une boule au ventre. Tout à fait. Tu vois, C'est sensationnel. c'est au niveau des sensations. Sensations. Hein. C'est le corps, en fait. Et chez eux, par exemple, l'accès aux émotions, très compliqué. Moi, par exemple, je travaille avec un schéma des émotions, et il y a une sensibilisation. On est plutôt dans ce qu'on appelle les techniques comportementales, c'est-à-dire qu'on apprend aux gens à se ressensibiliser, à voir les choses de manière différente, à sortir, d'être en métaposition, de se permettre d'être dans une lecture différente de ce que j'ai l'habitude de donner comme réponse. Et ça, c'est une gymnastique, aussi bien pour l'anxieux que pour l'évitant. Par exemple, pour l'anxieux, ça va être autre chose. L'anxieux va donner énormément de force et d'importance à l'autre. On va être dans ce qu'on appelle la référence externe. Ici, le challenge, ça va être de leur renvoyer le centre chez lui. C'est ça. Le centre est à l'extérieur. Il a besoin de s'agripper. On va lui dire, détends-toi. C'est vrai que les deux. Oui, c'est ça. Mais les deux. Le fait de se détendre, c'est important. C'est pas la même chose que quand tu es crispé. Non, mais ce qui est très intéressant chez les anxieux, c'est leur véritable folie qui consiste à être vraiment prêt à tout. Mais vraiment prêt à tout. Hein. C'est une question de survie. Mais c'est-à-dire que autant il y a de la folie chez l'évitant dans sa manière de concevoir, la manière dont il comprend les concepts tels que qu'est-ce qu'une relation, qu'est-ce qu'un besoin, comment il se comporte. C'est-à-dire quand une fois qu'il est activé, tu vois, même tu as parlé du ghosting, il y a des espèces de ghosting soudains qui n'ont ni queue ni tête. Tu vois, c'est expliqué. Donc oui, c'est ça. Une fois qu'il est activé, une fois qu'il est dans cette situation de confort, il n'y a plus rien qui compte en fait. Voilà, c'est ça. Il y a plus. Et autant l'anxieux est dans une sorte d'état second dans lequel il n'arrive même plus à se voir à l'intérieur. Ça veut dire, en fait, il peut s'oublier. Il s'oublie complètement. Il s'oublie puisque le centre est à l'extérieur. C'est ça, exactement. C'est d'où le travail de ramener le centre à l'intérieur. Ouais. Mais c'est un travail. Ouais. C'est un travail où on travaille sur plusieurs niveaux. On travaille déjà, je l'ai dit, très important pour moi, c'est de bien faire comprendre aux gens ce qui se passe. Parce que ça permet de dézoomer, de sortir. Tu sais, quand tu mets en conscience des mécanismes inconscients, comme disait Carl Gustav Jung, tu peux plus parler de destin. Tu te dis, ok, ça va, je comprends ce qui se passe. C'est ça. C'est une première phase. Oui. C'est une première phase. Mais cette phase-là, à elle toute seule, n'est pas suffisante. Après, il y a une gymnastique. J'appelle ça de la gymnastique de la sensibilisation. Oui. Tu vois, c'est pour ça que maintenant, de plus en plus, j'ouvre la parenthèse ici, on propose plutôt des formules. C'est ça. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'on se rend compte vraiment que c'est un travail chez certains qui a besoin de temps. C'est ça. Besoin d'inscrire des patterns, besoin de travailler, de se sensibiliser d'une certaine manière. Oui. Travailler le rapport à soi, travailler l'image de soi.
Tu vois, parce que cette image de soi, par exemple, elle est très importante. Mais on a remarqué que chez les personnes anxieuses, elle est très déficitaire. Oui, Ils ont une image d'eux-mêmes qui est très allez, allez, elle n'est pas positive à 100%, tu vois. c'est ça, c'est ça. Ils pensent qu'ils sont responsables. Alors, quand ils sont activés, ils confondent cette activation avec l'amour, et donc tu leur expliques un tout petit peu que normalement, l'amour ne te met pas dans ces états-là. Théoriquement, l'amour mature est quelque chose, comme tu l'as très bien décrit, de stable, de sans sécurité. Mais est-ce que chez l'évitant, la confusion entre l'activation de son système, ou alors plutôt l'activation, je dirais, de son système dopaminergique, ou justement les relations où il partage beaucoup d'activités, où il y a beaucoup de dopamine, justement, est-ce que lui ne confond pas cela avec l'amour? C'est-à-dire que chez Oui, l'évitant... bien sûr. Mais ça, C'est c'est ça. très documenté, ce que tu dis. Hein. Oui, oui, justement. D'ailleurs, l'une des configurations qui fonctionne bien avec l'évitant, c'est que tant qu'il y a des activités, comme tu dis, dopaminergiques et quelque chose, tu maintiens un système, tu vois. Oui, oui, c'est ça. En fait, l'évitant, qu'est-ce qu'il n'aime pas? L'évitant n'aime pas l'intimité. C'est ça. Il veut pas d'intimité. Il veut pas d'intimité. C'est ça. Euh, Émotionnel. Parce qu'il sait pas comment faire. Il sait pas gérer. Il sait pas gérer la sienne et il pense qu'il est dépositaire du fait de gérer celle de l'autre. Et d'ailleurs, une chose qui est très simple, avec un évitant, si tu veux réguler un minimum la communication avec lui, c'est de pouvoir donner un début et une fin. Voilà, est-ce que tu peux... on va se donner 20 minutes pour pouvoir discuter. Tu vois? Mais il faut un début et une fin. Il faut respecter la fin. Très inconfortable pour certains, parce que, ouais, tiens, on doit commencer à... Mais c'est important, il faut sensibiliser. Moi, je donne beaucoup de protocoles quand c'est des couples, où je porte l'attention des deux sur le fait de respecter le rythme de chacun. C'est ça. Parce qu'on n'arrive pas en voulant être sécure du jour au lendemain. Ça n'existe pas. C'est un travail, et encore, tu ne seras jamais sûr à 100%. Ça, je le dis, je le répète, tu ne seras jamais sûr à 100%. Mais tu peux aller vers une forme de sécurité intérieure. Oui. Beaucoup, beaucoup mieux que ce que tu es quand tu es dans l'activation voilà, quand tu es insécure. Mais c'est un travail, Mali, toi. C'est un travail qui se fait progressivement. Ok, mais je dirais justement par rapport à toutes ces confusions qui existent, donc justement chez l'évitant, l'activation du système d'attachement chez lui qui confond l'amour, ou en tout cas, parce que chez eux, ils savent même pas s'ils aiment. Hein. C'est-à-dire que le problème de la sensation d'amour, on a peut-être oublié un peu d'en parler, mais c'est que l'amour implique inévitablement de l'attachement, alors que de l'attachement n'implique pas nécessairement de l'amour. D'accord? Mais chez l'évitant, le problème, c'est que c'est souvent ces activités dopaminergiques. Donc, on va faire des activités ensemble, on va faire des sauts en parachute ensemble, on va aller voir des spectacles humoristiques, on va voyager. C'est cette espèce de pseudo-connexion qui n'en est pas une, en fait, hein, qui est confondue avec « Ah, c'est un bon partenaire ». Alors qu'en fait, c'est pas, ça se traduit différemment en fait en réalité. Et je sais que tu en as eu quand même beaucoup aussi comme ça. C'est quoi ta question? Ben, la question, c'est justement comment ça se traduit l'activation du système. En fait, comment se traduit la confusion du système, de l'activation du système d'attachement avec l'amour chez l'évitant. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple chez l'évitant, une fois qu'il a activé, c'est ce que tu dis. Oui, c'est ça. C'est parce que chez l'évitant, quand il a activé, tu le disais toi-même, lui, il sort de la relation. En général. C'est-à-dire que lui voilà, ici c'est plutôt la confusion chez lui entre l'amour et l'activation du système dopaminergique. En fait, là, si tu veux, Mali, donc l'activation du système d'attachement dit ce que ça dit, c'est-à-dire que tu es attaché, tu commences à t'attacher. Oui. Sauf que l'évitant, une fois qu'il est attaché, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il pense qu'il est amoureux et tout ce qui s'ensuit, lui, ce qu'il va faire, très inconsciemment, c'est qu'il va mettre des barrières. D'ailleurs, il y a une question d'auto-sabotage chez lui qui est très importante à comprendre inconsciemment. Ça, tu le vois, toi. Hein? Tout à fait. Il sabote la relation. On appelle la honte matricielle. Parce que l'enfant... Ça, c'est vraiment un sujet vraiment intéressant. L'enfant, quand il est bébé, Mali, d'une certaine manière, il a imprimé dans le corps que ses besoins n'étaient pas légitimes. C'est ça. Qu'ils étaient honteux. Donc, si tu veux... Honteux de les exprimer. Oui. Donc, ça n'a pas été conscientisé de manière consciente, mais ça a été imprimé dans le corps comme tel. Et donc, quand ils sont en train d'avoir l'expression de quelque chose qui leur dit « tiens, je t'aime », etc., ils ne savent pas comment faire avec, en fait. Et donc, forcément, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent « ouais, mais moi, en fait, il ne dit pas comme ça, il ne le conscientise pas comme ça.
mais dans les faits, c'est comme ça que ça se passe, on va auto-saboter la relation. C'est ça. On va auto-saboter, et c'est des personnes souvent qui se retrouvent isolées. Ils sont même pas heureux de le faire, en fait. Mais en C'est fait, juste automatique. le problème, c'est que c'est un système qui s'active. Donc là, il y a, parce que là, c'est plusieurs couches dont on parle. Il y a déjà le fait de se dire, tiens, il y a quelque chose qui, dans mes sensations, dans ce que je vis dans le corps, qui est très inconfortable. Et j'ai donné un exemple de la phobie dans une précédente vidéo. C'est la même chose. Donc c'est quelque chose qui crée un inconfort qui est important. L'inconfort, il s'exprime où de manière claire, nette et précise dans le corps. Tu vois, dans le corps. Si toi, par exemple, tu as une phobie des araignées, je l'approche ici, tu vois là. Mon corps se raidit. Tout à fait. Ben oui, voilà. Oui. Tu peux faire ce que tu veux, ton corps se raidit. Oui. Il suffit juste que tu vois ce qui est l'objet de ta phobie. Oui. D'accord? Et quand il se raidit, la seule chose que tu veux te dire, c'est qu'il faut que j'éloigne l'objet de ma phobie le plus loin possible. Il faut que je me protège, c'est ça. Tu vois? Oui. Donc ça, c'est déjà ça. C'est ce qui se passe chez eux. Donc quand ils sont amoureux, malheureusement, en fait, c'est un peu contre-intuitif ce que je dis, mais souvent, ils vont réagir de manière, on va dire, contraire à ce que ferait un sécure. Oui, il ferait même contraire à ce que ferait en fait quelqu'un n'importe qui d'autre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, toi, tu es amoureux, théoriquement, tu ferais tout pour préserver ta relation. Voilà, eux, ils vont tout faire pour la saboter. La saboter. C'est ça. Mais c'est pas juste du sabotage. C'est ce que je sais. C'est d'abord un instinct de conservation qui est en train de s'activer. Et il faut que je me soulage. Oui, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, mais très subtil, parce qu'en fait, chez lui, contrairement par exemple le retour réflexif à lui-même, très faible. C'est ça. Et c'est sa structure psychologique. Il doit être dans le contrôle. Si cette structure psychologique s'effondre, tout s'effondre. C'est ça. Et ils le savent, ça, quelque part. Donc, ça veut dire qu'ils évitent... Ils ne veulent pas rester dans ce qui peut être vulnérable. La vulnérabilité, ils ne veulent pas entendre parler de ça. C'est ça. Mais sans vulnérabilité... Mais justement, une relation... pour pouvoir pas être vulnérable, on va tout contrôler. On va essayer de tout... Mais sans vulnérabilité, il n'y a pas de relation. D'où, dans les caractéristiques qui définissent l'amour, l'intensité, la sécurité et l'engagement. Et la vulnérabilité aussi. La sécurité dans la vulnérabilité. Ah oui, c'est ça. Ok, oui, c'est ça.